François Mitterrand, le chef de l'État, annonce des mesures contre le terrorisme. Les prix coup de frein en juillet, plus 0,3% de hausse seulement. L'issue est proche au Liban, les Palestiniens quitteraient Beyrouth dès samedi. Enfin, une nouvelle affaire de dopage en cyclisme, 5 coureurs suspendus et mis à l'amende. Bonsoir, bonne surprise pour l'économie française. La hausse des prix se calme un petit peu. Le chiffre de l'indice a été publié pour juillet. Il s'agit de la première estimation de l'INSEE. Si elle se confirme, bien sûr, la hausse des prix au détail aura été de plus 0,3% en un seul mois. Un chiffre faible auquel on n'est plus habitué. Il faut remonter à presque 5 ans pour retrouver une hausse aussi minime. La raison, elle est simple, c'est le résultat du blocage des prix. Juillet est en effet le premier mois où le blocage a joué à plein. Les premiers résultats montrent en tout cas qu'il a été plutôt efficace. Alors un succès spectaculaire, Pierre-Marie Théaville, s'il se confirme, il pourrait bien avoir des répercussions politiques. Oui, d'abord s'il se confirme, parce qu'il s'agit, comme vous l'avez dit, de l'estimation provisoire de l'INSEE, qui sera en principe, comme tous les mois, confirmée dans une dizaine de jours par un chiffre officiel définitif. Mais enfin, à la veille de la rentrée sociale, compte tenu de l'importance que chacun attache à ce premier résultat du blocage des prix, on peut espérer que l'INSEE a mûrement pesé cette estimation-là et que le chiffre définitif sera donc très très proche. Alors je le disais, plus 0,3%, en tout cas c'est faible. Ah oui, c'est le plus faible depuis près de 5 ans. Il faut remonter à décembre 77 pour trouver un chiffre comme celui-là. On peut comparer aussi bien avec avril de cette année, 1,2%, ou même avec juin de cette année, 0,7%, époque où le blocage des prix avait déjà commencé. Donc 0,3% en juillet, c'est un progrès spectaculaire dans lequel il faut voir, premièrement, évidemment, la baisse de la TVA, et surtout le blocage des prix et des revenus qui a donc fonctionné d'une manière remarquablement efficace. Mais une fois que l'on a noté ce succès par rapport au passé, ce qui intéresse tout le monde, les Français et leurs gouvernants, c'est bien sûr la suite. Que va-t-il se passer ensuite? Alors pour les gouvernants d'abord, quel est le pari du gouvernement? Le pari du gouvernement, c'est ramener l'inflation à 10% en 82 cette année. Alors où en sommes-nous fin juillet? Alors je vous fais grâce du calcul des pourcentages composés. En juillet, nous en sommes, depuis le 1er janvier, 7 mois égale à peu près 6,3%. Faisons une petite soustraction, je l'ai faite pour vous. Reste, il faudrait pour les 5 mois qui restent, pour tenir l'inflation à 10% en 82, tenir 5 mois avec 3,7%, c'est-à-dire entre 7 et 7,5% de moyenne par mois. Août, septembre, octobre, les prix seront encore bloqués, pas trop de problèmes. C'est pour la fin de l'année que cela va devenir délicat. Jacques Delors compte beaucoup sur une sortie progressive du blocage des prix pour parvenir à ne pas trop gonfler novembre et décembre, donc la fin de l'année. Mais enfin, en bref, 10% d'inflation en 82, ce sera juste comme on dit, mais c'est pas impossible et inutile d'insister en cas de réussite sur l'importance politique que cela aurait pour le pouvoir de parvenir à ce succès, justement alors que l'opposition l'attaque constamment sur son inefficacité économique. Alors importance pour le pouvoir, mais importance aussi pour les Français dans leur vie quotidienne. Justement parce que l'austérité ce n'est pas un plaisir, puis vous savez que l'austérité elle ne date pas d'hier, souvenez-vous, Raymond Barre prêchait déjà beaucoup pour l'austérité, il disait que la France vivait au-dessus de ses moyens, et il avait même commencé son mandat lui aussi par un blocage des prix. Et l'opposition aujourd'hui s'en souvient très bien, qui reproche par exemple à M. Bérégovoy, au moment où il parle d'économie dans la sécurité sociale, de faire du barisme de gauche. Alors, à propos de la sécurité sociale, peut-être pas, mais jusqu'à aujourd'hui, que ce soit avec austérité ou sans, que ce soit avant le 10 mai ou après le 10 mai, l'inflation a continué. Et ça, les Français sont payés pour le savoir. Alors, ce qui est tout à fait important et nouveau aujourd'hui, c'est que les Français constatent que si cela continue, si cela se confirme, pour la première fois depuis des années, ils vont pouvoir dire qu'ils ne se sont pas serrés la ceinture pour rien. Et cela, psychologiquement et bien sûr politiquement, ça a une importance considérable. Pendant que l'ensemble des prix de détail marquent le pas, donc, d'autres en revanche continuent parfois de grimper un peu. C'est notamment le cas du poisson, et ceux qui passent leurs vacances en ce moment au bord de la mer ont pu cette année encore le constater. En fait, le poisson est l'un des produits qui n'entre pas dans la procédure de blocage. Il y a le poisson, il y a aussi les fruits et légumes et quelques autres produits. Le prix du poisson, c'est un problème particulier qui mérite une explication. Alors voici l'enquête à Boulogne d'Alain Doubeski et François Granier. Depuis 1970, le prix du poulet a été multiplié par 2,9, le prix de la viande de boucherie par 3,2, le prix du poisson par 3,7. Comment expliquer cette plus grande augmentation du prix du poisson? Eh bien, si pour l'élevage, celui du poulet en particulier, la productivité a augmenté, elle n'a que peu évolué pour la pêche. De plus, le prix du gazole a été multiplié par 10 en 12 ans. Et selon les pêcheurs, le prix du poisson à la production n'a pas évolué en conséquence.
Il a augmenté un petit peu quand même, si vous voulez. Tous les ans, le prix moyen augmente, mais pas en rapport avec le reste. On part avant le lundi, on part beaucoup plus de bonne heure. Et avant, on arrive à rentrer le vendredi, on rentre le samedi matin. Alors on a allongé le temps de travail. Hausse des prix non coupable, plaident les producteurs. Qu'ils soient éleveurs, producteurs de fruits et légumes ou pêcheurs, ils reportent souvent la responsabilité des hausses sur les intermédiaires. Un marailleur nous explique, à travers l'exemple du maquereau, comment se forme le prix du poisson. Monsieur, ce poisson a été pêché ce matin à Boulogne. Combien a-t-il été payé aux pêcheurs? Dans cette taille et cette qualité, il a fait un peu plus de 7 francs ce matin aux enchères. Les frais de maraillage, les frais qui servent à couvrir la caisse, la glace, les frais de main-d'œuvre et les amortissements de tout le contexte que vous voyez ici sont d'environ 2,50 francs. Alors ensuite, il est expédié et les prix de transport varient suivant les destinations. Paris, par exemple. Paris, par exemple, Rungis, 0,75 francs. Donc c'est du poisson qui va arriver à Rungis à 10,25 francs. Il va être confié à un mandataire qui va prendre une commission de l'ordre de 10%. Il devrait quitter, je pense, les halles de Rungis aux alentours de 11,75 francs. 11,75 francs, c'est donc le prix que devait payer le détaillant parisien ce matin-là à Rungis. Quelques heures plus tard, nous avons retrouvé ce poisson entre 15,95 francs et 11 francs le kilo sur les étals. Pourquoi de tels écarts? Eh bien, à l'intérieur des marges qui leur sont imposées, les poissonniers peuvent baisser le prix de certains poissons ou en augmenter d'autres en fonction d'une stratégie commerciale individuelle. Mais à l'inverse, coincés par le gouvernement qui limite parfois trop fortement à leur goût les marges bénéficiaires, pour les crustacés par exemple, les poissonniers savent s'entendre rapidement et se rattraper sur d'autres espèces. C'est arrangé avec le syndicat des poissonniers pour justement les premiers prix qui étaient basés entre 6 et 7 francs auparavant sont maintenant basés entre 10 et 11 francs. Et quel poisson par exemple? Tous les petits poissons, maquereau, chinchard, merlan, friture, toutes ces choses-là, quoi. C'est-à-dire que tous ces poissons qui étaient achetés par des gens de conditions modestes maintenant valent plus cher. Voilà, c'est ça. Ils payent plus cher à cause de ça. En revanche, on va payer moins cher. En revanche, celui qui veut acheter de la langouste, par exemple, maintenant va la payer, lui, moins cher. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si le prix du poisson est libre à la production, le blocage des marges à la distribution n'atteint pas toujours le but recherché. Économie toujours, les problèmes du pétrole, ils seront examinés à Vienne à partir de vendredi prochain. Il s'agit d'une nouvelle réunion de l'OPEP, les pays producteurs. Une situation difficile pour eux car la tendance est plutôt à la baisse des prix et à la surproduction. Une incertitude toutefois, les répercussions de la guerre Iran-Irak sur ces problèmes du pétrole. Le dollar toujours très ferme et encore au-dessus de 7 francs à Paris aujourd'hui, précisément 7 francs 02, mais le franc français, s'il perd un petit peu contre le dollar, reste très solide contre toutes les autres monnaies. La monnaie américaine en hausse et les impôts américains en hausse eux aussi. Ronald Reagan veut faire payer plus d'impôts à ses concitoyens pour réduire le déficit budgétaire américain qui est très très élevé. Alors pour y parvenir, il a lancé hier à la télévision un appel au Congrès et à tous les Américains. Mais ceux qui l'ont élu l'ont mauvaise car on se souvient que la réduction des impôts était l'un des thèmes majeurs de sa campagne électorale. Édouard Laure à Washington. Après l'avoir vu hier soir pendant une vingtaine de minutes sur les 3 chaînes de télévision, les Américains se demandent ce matin si leur président est bien ce même homme qui, pendant toute sa campagne électorale, avait promis que les impôts n'augmenteraient pas. Plaidoyer très habile de Ronald Reagan, qui une fois de plus s'engage personnellement dans cette bataille, en expliquant que si on augmente certaines taxes, cigarettes, téléphones, transport aérien, il n'est en tout cas pas question de revenir sur ce qu'on a décidé l'an dernier, une réduction des impôts de 25% étalée sur 3 ans. Et donc de revenir sur ce qu'on avait promis. Reste à savoir si l'argument va convaincre les opposants à ce projet. Il reste encore 2 jours avant qu'il ne soit discuté au Congrès, mais la tâche semble d'autant plus difficile que les opposants en question sont essentiellement des républicains conservateurs, des membres donc du propre parti du président. Dans un premier temps, ce n'est pas bon d'augmenter les taxes en période de récession. Tous les professeurs d'histoire vous le diront. Et puis les républicains avaient promis en 80 aux Américains que s'ils gagnaient les élections, eh bien ils diminueraient les taxes et les dépenses. En fait, la vraie raison de cette grogne des républicains est qu'ils se voient mal voter après-demain ces augmentations de taxes, donc d'impôts, et se présenter devant leurs électeurs aux prochaines législatives dans 2 mois et demi.
Aux îles Seychelles, une tentative de coup d'État. Ce petit archipel qui se trouve, je vous le rappelle, au cœur de l'océan Indien, est une nouvelle fois secoué par un coup de force militaire. La nuit dernière, des mutins se sont emparés de la radio officielle. Ils exigent le départ de certains ministres, mais affirment leur loyauté au chef de l'État. Le président socialiste des Seychelles, France-Albert René, était en visite dans d'autres îles au moment de la rébellion. Les rebelles affirment détenir des otages et ils menacent de les tuer. C'est la 4e tentative de coup d'État depuis l'indépendance en 1976. Philippe Châtenay. Les tentatives de coup de force aux Seychelles se répètent mais ne se ressemblent guère. En effet, c'est l'armée séchelloise, dont une partie s'est mutinée tôt ce matin, qui avait mis en échec le 25 novembre dernier le coup d'État préparé par un groupe de mercenaires venus d'Afrique du Sud et commandé par le célèbre colonel Mike Hoare, un ancien du Katanga. Démasqués dès leur arrivée à l'aéroport, les mercenaires, après quelques heures de combat, s'étaient emparés d'un avion de ligne pour fuir, laissant 4 membres du commando derrière eux. En voici 2, jugés et condamnés à mort comme les autres, contraints d'avouer leur culpabilité devant les caméras. D'ailleurs, les autres mercenaires ont été condamnés, en Afrique du Sud, à des peines de prison pour piraterie aérienne. Les mercenaires voulaient renverser le régime socialiste du président France-René Albert, ici, et installer à sa place l'ancien président James Mankam. Rappelons que le président Albert avait renversé Mankam par un coup d'État, réussi celui-là, en 1977. Voilà, et je l'apprends à l'instant, le président France-Albert René a entamé des négociations avec les rebelles. Il est revenu donc des îles où il était en visite officielle et il négocie en ce moment avec les rebelles qui affirment détenir 239 otages. En Pologne, Solidarité appelle à une nouvelle manifestation le 31 août prochain. Ce sera à l'occasion du 2e anniversaire de la signature des accords de Gdansk. Le syndicat a diffusé des milliers de tracts aujourd'hui à Varsovie. Pendant ce temps, le général Jaruzelski est revenu à Varsovie. Il venait de rendre visite en Crimée au numéro 1 soviétique, Léonid Brejnev. Le Liban maintenant, le retrait des Palestiniens de Beyrouth commencera vraisemblablement samedi prochain. Toutes les informations que nous avons reçues aujourd'hui confirment que l'accord politique se précise de plus en plus. Et l'agence algérienne APS a même rendu public aujourd'hui la manière dont se déploierait à partir de samedi la force d'intervention. Alors selon ces informations de l'agence algérienne APS, les militaires américains prendraient position entre le musée ici et le port, les Français du musée à la galerie Seman, et enfin les Italiens, puisque la force multinationale est tripartite, les Italiens stationneraient pour leur part entre la galerie Seman et Caldé, près de l'aéroport. L'agence algérienne citait des sources officielles libanaises. Il faut dire que l'activité diplomatique, en tout cas aujourd'hui, a encore été très intense. Philippe Habib, le négociateur américain qui est à l'origine de ce nouveau plan d'évacuation de Beyrouth, continue de rencontrer les unes après les autres toutes les parties concernées. Vous voyez ici qui rencontre le Premier ministre libanais, M. Al-Wazan. Et puis dans toute cette activité diplomatique intense pour le Liban, il y a eu aussi la visite de Shimon Peres en France. Le leader de l'opposition israélienne était l'invité de M. François Mitterrand. Il l'a rencontré à l'Élysée aujourd'hui. Un entretien dans un bon climat. Shimon Peres va tout faire pour réchauffer les relations entre la France et Israël. Mais cet entretien a permis de constater que des divergences subsistaient encore entre les deux pays, essentiellement sur le rôle de l'OLP. Enfin, d'autre part, M. Peres a affirmé que si les combattants palestiniens devaient quitter Beyrouth, leur famille pourrait rester dans la capitale libanaise. Sur place maintenant, le calme dure. 5e journée sans bombardement ni affrontement dans Beyrouth. Ce matin, les forces israéliennes se sont retirées du secteur du musée. Beyrouth donc recommence à vivre. Le témoignage de notre envoyé spécial, Philippe Gassier. Le premier et tangible signe de détente à Beyrouth-Ouest a été visible ce matin dès 6 heures. Les Morabitoun, milice libanaise pro-nassérienne qui défendent le passage du musée, ont commencé à déminer la voie de communication entre l'ouest et l'est. Dans un décor d'immeubles détruits, de ruines calcinées, de chicanes de terre et de trous d'obus, les miliciens ont pu approcher les fortifications israéliennes jusqu'à les toucher. Les ennemis étaient jusqu'alors retranchés à moins de 50 mètres de distance. Pendant toute la durée de l'opération, les Israéliens, cachés derrière des sacs de sable, sont restés en début de matinée très prudents, observant simplement les allées et venues des Morabitoun à la jumelle pour ne perdre aucun de leurs mouvements. Puis rassurés, on a pu les voir debout sur leur position, sans crainte des tireurs embusqués qui cette fois n'ont pas appuyé sur la gâchette. Pendant quelques minutes, les miliciens libanais ont adressé des gestes peu amènes aux soldats qui leur font face, quelques vœux de la victoire, puis sont retournés sur leur position. Tout ceci aurait pu faire penser au début de la fin de l'état de siège
si une mitrailleuse lourde dans le lointain ne nous avait rappelé à la réalité. Le Liban, François Mitterrand en a longuement parlé il y a quelques minutes. C'était l'un des deux thèmes de son intervention télévisée à TF1, l'autre thème étant le terrorisme. Le chef de l'État a donc commencé par réaffirmer clairement la position de la France dans ce conflit du Proche-Orient. Nous l'écoutons. Cette politique est de présence, d'équilibre et de paix. Politique de présence parce que depuis des siècles, la France entretient des relations privilégiées dans cette région du monde. Parce que notre pays, l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, est riche d'une grande histoire, a des devoirs particuliers que j'entends perpétuer. Politique d'équilibre qui repose sur 3 principes. Le droit des peuples d'Israël à vivre en paix dans les frontières sûres d'un État reconnu et respecté par tous, le droit du peuple palestinien à disposer d'une patrie et d'y créer les institutions de son choix, le droit du peuple libanais à recouvrer son unité et son indépendance, aujourd'hui bafouée. Une politique de paix parce que je pense que le seul moyen d'y parvenir, c'est de choisir la négociation contre la guerre. Et ce que je cherche, c'est la paix, parce que je pense que les principes que je viens d'énoncer n'entreront dans la réalité que si l'on suit ce chemin. Les obstacles sont nombreux, vous le savez, tous les Français le savent, et que personne ne croit que les obstacles me feront changer de route. Monsieur le Président, ces principes, en substance, vous les avez déjà exposés. Il y a 5 mois seulement, vous étiez reçu presque avec ferveur, disons, en Israël. Alors, aujourd'hui, on voit s'être développée la plus grave crise, depuis que vous êtes élu, entre Israël et la France. Est-ce que ça ne veut pas dire que cette politique connaît des difficultés au niveau de son application, et qu'au niveau de son application, vous êtes éloigné d'Israël au cours de la dernière crise libanaise? Parce qu'il faut situer cette crise sur le plan qui convient. J'ai été accueilli, comme vous le dites, avec ferveur en Israël, et j'étais sensible à l'hospitalité de ce peuple. Mais cela ne me conduit en rien à suivre ou à subir les décisions de politique prises par tel ou tel gouvernement. Et cela, je l'ai dit à Jérusalem même, à la Knesset, où j'ai défini les principes de mon action sur lesquels je ne suis pas revenu. Chacun le savait. J'ajoute que dans les relations de la France avec Israël, il faut tout de même, non pas faire le compte, mais connaître un peu ce qui s'est passé depuis bientôt 15 mois. Et même avant. Car lorsqu'ils ont été signés, les accords de Camp David, rappelez-vous, j'ai été le seul homme politique français responsable à les approuver. Pourquoi? Parce qu'ils permettaient la paix entre Israël et l'Égypte. Et certes, si je pense toujours qu'il est impossible de régler le sort des Palestiniens sans eux ou malgré eux, il n'empêche que ma position au regard de la paix, ça a toujours été d'avancer pas à pas. Bon, alors je viens de rappeler Camp David et l'une de ses applications. Si la France aujourd'hui est représentée dans la force multinationale du Sinaï, dernier acte du conflit entre Israël et l'Égypte, c'est bien parce que j'avais adopté cette position. Et le boycott, dès mon élection à la présidence de la République, j'ai mis fin au boycott commercial qui frappait Israël. Et il faut le dire que la France, avant moi, avait eu le tort d'accepter sous certaines pressions. Bien d'autres choses encore. Chaque fois que j'ai rencontré un chef d'État arabe, et j'en ai rencontré beaucoup, j'ai conseillé la reconnaissance de l'État d'Israël, comme je l'ai conseillé aux représentants des Palestiniens qu'il m'est arrivé de rencontrer. C'est vrai que mon voyage s'est situé dans cette série d'interventions qui montraient bien que ma politique était conduite
par le respect d'Israël, le refus de toute discrimination à son égard, mais aussi la liberté d'action. Vous venez de l'entendre donc au cours de cet entretien avec nos confrères de TF1, Dominique Bromberger et Jean-Pierre Guérin. Le chef de l'État a donc réaffirmé très clairement la position de la France dans ce conflit du Proche-Orient, sans modifier cette position de la France, Bernard Benjamin. Oui, c'est ça, Hervé. Donc une politique de présence, d'équilibre et de paix, a dit le président Mitterrand, des principes qu'il avait définis à la Knesset lors de son voyage en Israël. Alors je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière. À la Knesset précisément, le président Mitterrand avait dit, il avait d'abord salué les parlementaires israéliens pour l'irréductible droit de vivre qui est le vôtre, avait-il dit. Il avait ensuite lancé un appel au dialogue et il avait dit cette phrase clé, je pense, qu'il a largement développée ce soir. Le dialogue suppose que chaque partie peut aller au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, peut, le moment venu, signifier un État. C'est exactement donc ce qu'il a réaffirmé ce soir en parlant du droit du peuple palestinien à créer une patrie, du droit du peuple libanais à recouvrer ses droits. Ces obstacles, tous les obstacles qui se sont dressés sur la route de la diplomatie française ne me feront pas changer de route, a dit le président. Et au passage, on peut relever cette phrase également à propos des dernières déclarations du Premier ministre israélien. Les propos de M. Begin ne feront pas de moi un ennemi d'Israël. Le terrorisme maintenant, tout d'abord je vous rappelle que l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers se poursuit et qu'hier les enquêteurs ont fait un grand pas dans la recherche des coupables en retrouvant l'une des armes qui a servi à la tuerie de la rue des Rosiers. D'autre part, aujourd'hui un mandat de recherche a été délivré contre Jean-Marc Rouillant. Il s'agit de l'un des dirigeants du groupe Action Directe, et cela à la suite des déclarations faites par Jean-Marc Rouillant donc au quotidien Libération, où il revendiquait 3 attentats récents. En fait, toute la question est de savoir si le groupe Action Directe est impliqué de près ou de loin dans l'attentat de la rue des Rosiers. Isabelle Bechler. Jean-Marc Rouillant, 30 ans dans quelques jours, est un militant de longue date. En 1974, il commence par des attentats antifranquistes en France. C'est l'époque des Gary et des Napap. Mais ce matin, dans une interview à Libération, il revendique la paternité de 3 attentats antisionistes, dont le mitraillage de la voiture vide d'un fonctionnaire israélien. Idem pour l'attentat contre la Discount Bank du groupe Rothschild. Pour lui, c'est une riposte tout à fait normale à la situation au Liban. C'est un acte de solidarité internationale. Et il ajoute expressément qu'Action Directe revendique la paternité de cet attentat, tout comme celui de la rue Saint-Maur, qui ne fera pas de blessés non plus, mais causera des dégâts importants aux locaux de la société Nellor, tenue par des Israélites. C'est pour cela que la brigade criminelle a lancé un mandat de recherche contre Jean-Marc Rouillant, sans toutefois l'inculper sur ses seules déclarations, c'est-à-dire sans preuve ni éléments matériels. Ceci d'autant plus que le mouvement Action Directe semble rongé par les dissidences ces derniers temps. En ce qui concerne l'attentat de la rue de la Baume, par contre, celui qui a grièvement blessé une femme de 39 ans, Jean-Marc Rouillant affirme, toujours dans cette interview, ne pas en avoir eu connaissance, mais il n'exclut pas une provocation ou justement l'œuvre de dissidents du mouvement, du moins si l'on en croit la signature. La lutte contre le terrorisme, c'était le deuxième thème abordé par le chef de l'État dans son entretien télévisé. Dans l'après-midi, d'ailleurs, un état-major de lutte contre le terrorisme était réuni à l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand. Un plan de lutte contre le terrorisme a donc été mis au point et le chef de l'État va certainement le rendre public dans quelques instants. Nous allons y revenir dans le cours de ce journal. Passons donc à la suite de l'actualité avec l'actualité sportive. En cyclisme, une nouvelle affaire de dopage qui va sans doute faire du bruit dans les prochaines semaines. Je vous le disais, hier, 5 coureurs ont été suspendus et mis à l'amende par la fédération. Ils avaient refusé de satisfaire au contrôle antidopage après le critérium de Calac en Bretagne. Ces 5 coureurs, ce sont Hinault, Bernaudot, Vallée, Le Bigot et Clerc. Or, Clerc a annoncé tout à l'heure son forfait pour les championnats du monde sur piste. Il a expliqué son renoncement par solidarité avec ses camarades. Lionel Chamoulot. Mardi 27 juillet au critérium de Calac, 5 coureurs avec à leur tête Bernard Hinault refusent le contrôle médical. Les coureurs, plutôt qu'un système de contrôle médicaux quasi automatique, souhaitent la pratique du suivi médical, visite, examen, bilan, analyse, le tout effectué à intervalles réguliers. De plus, les coureurs réclament la création d'une commission nationale dont le rôle serait d'uniformiser les contrôles dans les sports professionnels. Mais la Fédération française de cyclisme, craignant un précédent, n'a pas passé l'éponge sur la révolte de Calac et a sanctionné Hinault et ses compagnons en s'appuyant sur l'article 5
qui précise que si un coureur ne se présente pas au contrôle, il encourt les mêmes sanctions que le coureur déclaré positif, 1 mois de suspension avec sursis et 3 500 francs d'amende. Pour certains, comme Cyril Guimard, le directeur sportif d'Inno, les coureurs défendent une cause indéfendable. En tout cas, un boycottage du championnat du monde est envisageable et Patrick Clair vient d'apporter la preuve de la détermination des coureurs. Réponse demain à Limoges, où l'Union nationale des cyclistes professionnels doit se réunir. Voilà, retour donc à l'intervention télévisée du chef de l'État. Je vous le disais, il y avait 2 thèmes dans cette intervention télévisée. Le Proche-Orient, nous l'avons largement détaillé, et puis la lutte contre le terrorisme. C'était le 2e thème abordé par le chef de l'État après le conseil restreint qui avait eu lieu à l'Élysée cet après-midi sur ce problème. Alors Denise Boer, le chef de l'État vient de rendre public un certain nombre de ces mesures. Oui. Je pense que vous pouvez nous en donner l'essentiel. Oui, tout d'abord, un renfort incontestable des effectifs de police, la création d'un fichier central informatisé, fichier qui est déjà créé mais qui apparemment n'a toujours pas fonctionné. Bon, le président de la République a aussi annoncé un meilleur contrôle des visas sans remettre en cause pour autant le droit d'asile auquel il est très attaché. Bon, il souhaite assurer une meilleure surveillance donc des frontières en renforçant les effectifs de la police de l'air et des frontières. Il annonce aussi une surveillance un peu plus importante concernant les valises diplomatiques de certaines ambassades qui avaient pour habitude de franchir la frontière française avec des chargements avec des armes. Pour l'instant, c'est à peu près tout de ce que l'on peut dire de la déclaration du président de la République concernant les mesures antiterroristes. J'espère que nous pourrons y revenir avant la fin du journal. Bien, eh bien, écoutez, Denise, je vous propose d'écouter tout de suite ce qu'a dit le chef de l'État donc sur cette lutte nécessaire contre le terrorisme. Je peux vous le dire, disons que les mesures prévues sont de 2 sortes. Les unes sont des mesures de police proprement dites, qui consistent à mettre en œuvre l'outil opérationnel dont nous avons besoin. On a parlé, et on a eu raison d'en parler, d'un fichier central informatisé du terrorisme, avec l'ensemble des données de caractère international. Ce fichier central a déjà été créé le 24 mai dernier, mais il s'agit de lui donner son plein effet aujourd'hui en accélérant les procédures. Un meilleur contrôle des visas. Il ne s'agit pas de remettre en cause un droit qui tient de la Constitution, celui du droit d'asile, pour toute personne qui veut défendre ou servir la liberté. Il s'agit d'assurer une meilleure surveillance aux frontières pour que n'importe qui ne vienne pas apporter jusqu'en France les moyens de la violence. Bien qu'il faille bien distinguer, le terrorisme international dont nous parlons ne demande de permission à personne. Et généralement, c'est lui qui dispose de papiers en règle. Eh bien, c'est cette règle qu'il faut vérifier de plus près. J'ai demandé, et cela sera créé dans les jours qui viennent, que soit mis en place un office central pour la répression des trafics d'armes et d'explosifs, pour que soit interdite la vente de certaines armes. J'ai parlé de l'amélioration du contrôle aux frontières. Le 1er octobre, au lieu des 12 brigades mobiles existantes, il y en aura 33. Et il en faudra une vingtaine de plus au cours des mois suivants. J'ai renforcé les services de police. 7000 agents pour la police elle-même, 2000 pour la gendarmerie. 1400 iront grossir les rangs de la police de l'air et de la police des frontières. Des détachements de gendarmerie auxiliaire viendront relayer les gardiens de la paix qui sont chargés de la garde des immeubles publics, des ambassades, des consulats. Et il faut bien entendu certaines surveillances. Les abus considérables commis par certaines ambassades qui, par des valises diplomatiques, amènent des chargements dans lesquels parfois il y a des armes, jusqu'à Paris. Une concertation européenne, certes, est aussi nécessaire. Voilà donc pour l'essentiel des propos du chef de l'État ce soir, à la fois sur le Liban et, vous venez de l'entendre, sur le terrorisme. J'ajoute tout de même que
M. Mitterrand a annoncé la création d'un secrétariat d'État à la sécurité publique et donc la nomination d'un secrétaire d'État. Nous aurons bien sûr l'occasion, dès le journal de 23h15 ce soir, de revenir largement sur ces mesures et des premières réactions qu'elles provoquent. Nous arrivons donc maintenant au terme du journal. Il ne nous reste plus qu'un chapitre dans ce journal. Il s'agit de la météo. Alors tout de suite, avant de clore le journal, Laurent Broumette, je me retourne vers vous. Oui, bien malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes. Ça continue à être un mauvais temps amené par une dépression qui tourbillonne sur les îles britanniques. Et disons que ce n'est pas un temps de saison. Il y a vraiment trop de nuages dans ce ciel du mois d'août. Même si tous ceux qui habitent actuellement dans le sud peuvent peut-être sourire car ils ont le soleil, il n'empêche que même là-bas ce n'est pas la grande canicule comme au mois de juillet. Donc beaucoup de nuages sur les îles britanniques. Vous voyez, ça déborde chez nous ici, sur toutes nos côtes du nord-ouest, avec un ciel très nuageux ou couvert et des pluies, elles ne sont pas permanentes, mais disons des pluies intermittentes très désagréables qui progresseront un petit peu dans l'intérieur dans la journée. On peut dire que sur toutes les régions situées au nord de la Loire, c'est un ciel très nuageux ou couvert avec quelques éclaircies. C'est vrai, également des éclaircies le soir sur l'ouest qui reviendront et puis des passages de pluie progressivement sur le bassin parisien et sur les pays de la Loire. Plus au sud, eh bien, un ciel bien ensoleillé, tout de même quelques passages nuageux, surtout dans l'extrême sud-ouest. Et puis de l'autre côté, sur les Alpes, où les orages d'aujourd'hui achèveront de s'évacuer sur l'Allemagne et sur l'Italie. Du soleil sur les côtes méditerranéennes. Donc un panorama peu gai, d'autant plus que les températures seront en baisse et encore en baisse après-demain sans doute. 18 degrés, vous voyez, pas tellement plus. Ce sont les températures maximales de demain après-midi dans le nord-ouest, 21 à Paris, 23 dans le centre, 24 à Limoges et seulement 30 sur les régions du sud, 26 à Biarritz et 29-30 degrés en Corse. Donc un temps médiocre et cela va continuer les jours prochains. De la même manière avec l'arrivée de nouvelles perturbations demain à la Sainte-Hélène et 3 minutes de soleil en moins. Merci mon cher Laurent, essayez tout de même de revenir demain avec de meilleures nouvelles. Voilà, fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Jacques Merlino à 23h15. Demain, antenne de midi, 12h45, présenté par Christian-Marie Monod. Pour ma part, je vous retrouverai demain soir à 20h avec plaisir. Bonsoir.